Yo tout le monde, c'est la Geek Manga Family et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour la critique de Spider-Man Across the Spider-Verse. Alors, cette critique n'est pas du tout préparée, hein. Je vous fais vraiment une réaction à chaud, ça fait, allez quoi, une heure et demie, peut-être un petit peu plus que je suis sorti de la salle de ciné et du coup je suis là pour vous livrer un peu mes impressions de ce que j'ai pensé de ce film. Tout simplement, voilà, on va commencer par une partie no spoil dans un premier temps. Alors no spoil, je dirais que ce film est tout simplement incroyable. Voilà. Pour moi, il reprend à peu près tous les codes des films précédents Spider-Man qu'on a vus, type Tobey Maguire, Andrew Garfield, Spider-Man PS4, même certains comics, je pense, parce que les comics, c'est la base, bien sûr, évidemment. Pour moi, ça reprend vraiment l'essence même de ce qu'est Spider-Man et arrive vraiment à le rendre touchant, vraiment un film... voilà, qui reste dans la lignée du premier. Vraiment, le premier qui avait déjà mis une certaine base assez haute. Et là, je trouve que le deuxième l'a vraiment, vraiment surpassé. Pas qu'en termes de multivers, d'ailleurs, je parle vraiment en termes de développement de perso. Pour moi, ce film a déjà placé la barre d'un niveau tellement loin que je pense qu'à part les films type Spider-Verse, ce sera très difficile de relever la barre plus haute. Donc voilà, moi je trouve vraiment que c'est un excellent film. On a du grand Spider-Man. On a vraiment, vraiment du grand Spider-Man de ce côté-là. Si on parle du développement de Miles, de Gwen, voilà. Pour vous situer un peu mon avis, je dirais, sans spoil, hein, que Miguel O'Hara est le point en fait où je suis beaucoup plus mitigé. Je suis peut-être un peu déçu, mais à part ça, c'est vraiment un film qui m'a vraiment touché, moi, très profondément et émotionnellement. Je pensais pas vivre une expérience cinématographique comme ça. Enfin, pour moi, je croyais juste que ça allait être un second volet qui allait être vraiment super, super bien réalisé, mais je m'attendais vraiment pas à ce que j'allais voir à l'écran. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, foncez, allez voir le film. Franchement, il en vaut vraiment largement bien la peine. C'est vraiment incroyable. J'ai été plus qu'époustouflé. Il a dépassé même mes attentes, en fait. J'avais des attentes fixées. Et il a largement dépassé mes attentes. Donc ça a été une pure découverte, une pure surprise. Je suis vraiment très très content d'avoir eu cette expérience-là, du coup, d'Across the Spider-Verse. Donc voilà. Allez le voir, tout simplement. Moi, c'est le seul conseil que je vais vous donner. Voilà. Ça, c'est pour la partie no spoil. Maintenant, on va rentrer dans la partie spoiler et accrochez-vous bien, car on a des choses à dire. Il y en a vraiment des choses à dire pour le coup. Mais avant de commencer cette critique, je voulais tout simplement vous présenter Evil Michael, voilà, sur YouTube, tout simplement parce qu'il m'a fait une petite dédicace. Donc pour moi, ça me semble normal de lui rendre l'appareil. Donc déjà, coucou à toi Evil Michael si tu regardes cette vidéo. Et pour vous présenter Evil Michael en quelques mots, en quelques phrases du moins. Sur YouTube, c'est tout simplement quelqu'un qui fait des critiques de films. Voilà, il fait aussi beaucoup de gameplay, hein, du Dragon Ball FighterZ et du Dragon Ball Xenoverse 2, notamment aussi du Jump Force, j'ai vu un petit peu. Et voilà, il parle un peu de pop culture, voilà, tout simplement. Et ça a l'air d'être un gars passionné, tout simplement. Donc je vous invite à checker un peu les liens en description. En tout cas, je te remercie encore, Evil Michael, voilà, de m'avoir fait une petite dédicace. Et j'espère, au passage, que si tu regardes cette vidéo, tu vas kiffer la vidéo, tout simplement. Et nous, on est parti pour la partie spoil. Donc, nous voici partis pour la critique à chaud de Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc, voilà, pour rappeler, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous invite à quitter la vidéo et revenir une fois que vous aurez vu le film. Voilà, si jamais vous voulez mes impressions et mon avis à chaud sur ce film. Donc, mais pour ceux qui ont déjà vu le film et qui veulent avoir mes impressions et ma critique, je vous invite à rester avec moi, car on va tout simplement
commencer la review maintenant. Donc, on peut dire, pour commencer, que ce deuxième volet, et cette première partie du film, place la barre très très haute. Là, pour moi, ce second volet a carrément en fait surpassé mes attentes, comme je vous l'avais dit dans la partie no spoil, et tout simplement, j'étais tout simplement bluffé, parce que j'ai eu tout simplement plus que ce que je voulais voir. Voilà, et je voulais exactement que ce soit comme ça. Voilà, pour le personnage de Miles, on commence avec le personnage de Gwen Stacy, donc on arrive à mieux comprendre son origin story, et comment elle gère un peu sa vie de Spider-Woman et de Spider-Gwen. Voilà, elle nous explique comment Peter est mort, le fait que maintenant elle est plus se renfermer sur elle-même et qu'elle voulait plus se faire d'amis. Voilà, donc on arrive à mieux comprendre ça, ce côté-là. Le côté elle n'a pas vu Miles, donc du coup, voilà, c'est un peu compliqué pour elle. Elle l'a pas vu depuis longtemps. Donc, du coup, voilà, niveau de développement de perso, ce film fait très fort parce qu'il arrive à encore mieux développer que ce qu'il ne l'avait déjà fait dans le premier film. Et pourtant, dans le premier film, c'était ultra bien fait. Et là, pour moi, ils ont vraiment élevé vraiment la barre au-dessus. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard avec Miles. Car à niveau développement, pour moi Miles reste un de mes persos favoris, on va dire. Mais bref, ça, on va en parler après, vous inquiétez pas. Donc, du coup, voilà, on a un peu l'origine story de Gwen Stacy, comme je vous l'avais dit. On voit du coup par la suite qu'elle va à la recherche du vautour et qu'elle l'affronte. Voilà, elle est rapidement dépassée par le vautour. Donc, Miguel O'Hara, a.k.a. Spider-Man 2099, fait son entrée. Et là, voilà, on a une entrée fracassante d'un Spider-Man 2099 qui est sérieux, qui ne rigole pas, qui ne blablate pas, avec les grosses épaules. Voilà, moi je suis là pour casser des gueules, je suis Miguel O'Hara, lol, je suis le Spider-Man de 2099, et j'ai formé la Spider Society, une équipe de super-héros chargée de... Et là, Gwen Stacy fait non, ta gueule, on veut rien entendre. On connaît déjà la chanson. Alors que, voilà, moi je voulais grave entendre, voilà, l'histoire de Spider-Man 2099. Et malheureusement, ça a été écourté, voilà. Donc on ne connaît finalement toujours pas grand-chose sur ce fameux Miguel O'Hara 2099. Enfin bref. Ça, j'en reviendrai aussi plus tard dans la review. Bref. En tout cas, Miguel galère, donc il demande de l'aide à son IA. Son IA envoie des renforts, donc dans ce cas-ci, Jessica Drew, une autre Spider-Woman, qui d'ailleurs pour moi est la Spider-Woman la plus connue. Hein. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe. Moi, la première Spider-Woman dont j'ai entendu parler, moi, c'est Jessica Drew, hein, voilà, le costume jaune, le costume rouge, voilà, avec le petit masque rouge, là. Pour moi, c'est la première Spider-Woman dont j'ai entendu parler. Hein. Donc après, c'est fort possible que je me trompe, peut-être qu'il y a eu une autre Spider-Woman avant, mais si c'est le cas, du coup, je ne la connais pas. Mais du coup, avec plaisir. Voilà, si je me trompe, vous me le dites en commentaire, et du coup, voilà. Donc, ils arrivent à mieux gérer la menace du vautour, voilà, ils arrivent à sauver des civils, etc., d'ailleurs, dans une super scène, on voit les trois Spider-Héros se coordonner, donc c'est-à-dire Spider-Gwen qui se calque sur ses mouvements de batterie, voilà, donc elle a l'habitude de faire de la batterie, donc quand du coup elle sauve les civils, voilà, au niveau de sa manière de se balancer et tout, du coup, elle se calque sur sa chorégraphie de batterie, là, du coup, ça c'est assez bien mis en scène pour le coup, voilà, le team-up un peu entre 2099, Jessica Drew et Gwen est assez stylé. Voilà. Ensuite, on a la fameuse révélation de l'identité de Gwen à son père. Voilà, Gwen étant complètement fatiguée, complètement HS du fait qu'elle ait retenu l'hélicoptère. Du coup, ça lui a demandé une grande partie de ses forces. Et du coup, voilà, le Captain Stacy tient en tenaille Gwen, enfin Spider-Woman, et du coup lui demande de lever les mains en l'air. Elle est en état d'arrestation, et du coup Gwen décide d'enlever son masque et de révéler son identité à son père, et c'est là
que bah voilà, le père étant choqué, bon pas grave, il essaye quand même de faire son boulot de flic, et il dit bah c'est pas grave, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Peter Parker. Alors bien que ce n'est pas elle qui l'ait tué malheureusement, mais ça, il ne le sait pas encore, on va dire. Mais du coup, voilà, Miguel décide d'intervenir, le met dans une espèce de bulle dimensionnelle un peu chelou, là, que je connais pas vraiment le nom, mais moi je vais appeler ça une bulle dimensionnelle. Du coup, Jessica Drew, voyant que Gwen est un peu triste, et voilà, Jessica Drew le dit à Miguel, on peut pas la laisser comme ça, donc du coup, Miguel souffle un peu du nez, mais accepte quand même de, tout simplement, de recruter Spider-Gwen dans son équipe. Du coup, maintenant, on va enfin parler de Miles cette fois-ci. Voilà qui est maintenant Spider-Man depuis 1 an et demi dans son univers. Et oui, moi je croyais que c'était un petit peu plus que ça. Je pensais que ça allait être 2 ans et quelques mois. Et non, c'est seulement 1 an et demi après le premier film. Donc c'est relativement... Enfin, c'est pas ultra court non plus, mais c'est pas ultra long, quoi. Donc, ça fait 1 an et demi qu'il est Spider-Man. Voilà, on voit qu'il essaye de gérer un peu sa vie quotidienne et sa vie de Spider-Man. En soi, ce qui est très cool et ce que je voulais voir, moi, dans ce film aussi, parce que être Spider-Man, c'est, voilà, un peu gérer sa vie quotidienne et sa vie de Spider-Man. Ce qu'on peut notamment retrouver avec Tobey Maguire, Andrew Garfield et Spider-Man PS4. Et oui, vous l'aurez remarqué, il y a une adaptation que j'ai totalement ignorée. Et ça, je pense que vous le savez pourquoi, à mon avis, si je ne l'ai pas évoqué. Enfin bref. J'en parlerai peut-être sur la chaîne une prochaine fois. Mais bon, là, on se concentre sur Across the Spider-Verse. Donc, on voit que Miles essaye de gérer sa vie de Spider-Man et sa vie perso. Du coup, il dit que ça se passe super bien, mais on voit qu'il galère un peu. Voilà, donc du coup, il essaye de sauver un peu les civils, il fight un peu les méchants, il essaye de faire un peu son boulot de Spider-Man, mais il fait rapidement la rencontre de The Spot dans une petite supérette là, euh, peut-être même semblable à celle de Venom, ou pour ceux qui connaissent, je crois que c'est Spider-Man Homecoming, on a un peu une supérette du même type, on va dire, voilà. C'est un peu du même type. Donc, du coup, voilà, il essaie d'arrêter ce Spot, un combat un peu marrant, on va dire, bien que The Spot, à un moment, il essaye plusieurs fois d'expliquer son origin story à Miles, qui se fout un peu de sa gueule. Donc voilà, on a ensuite Miles qui arrive à neutraliser à un moment The Spot. On a Miles qui a un entretien avec la secrétaire de son lycée, ainsi que sa mère et son père. Voilà, pour parler un peu de son avenir, de ses notes. Et Miles, en fait, tout simplement, dit que voilà, il voudrait rejoindre une université prestigieuse qui ne se situe pas à Brooklyn, tout simplement dans le but d'étudier un peu voilà, les trous noirs, les trucs quantiques, là, je sais plus trop comment ça s'appelle, voilà, pour pouvoir tout simplement retrouver à un moment Gwen, voilà, qui lui manque beaucoup. Et donc, du coup, il veut rejoindre cette université dans l'espoir d'un jour pouvoir retrouver tout simplement Gwen. Mais cet entretien se termine rapidement car il va tout simplement, parce que, car son sens d'araignée l'alerte, tout simplement parce que The Spot gère mal ses pouvoirs, et donc du coup il fait un peu des conneries, quoi. Donc du coup il se rend compte que The Spot n'est plus là où il l'avait laissé,
mais arrive rapidement à le retrouver. Donc du coup, le combat se poursuit, et The Spot arrive finalement à nous expliquer un peu finalement son origin story, que c'est lui le scientifique qui a fait venir l'araignée qui a piqué Miles, et que Miles l'a transformé en The Spot lors de la bataille finale où il y avait le synchrotron. Voilà, donc du coup, en gros, il a absorbé l'énergie du synchrotron et il s'est transformé en The Spot. Donc du coup, il a une haine un peu envers Miles, car il a perdu son boulot et tout, et tout, et tout. Donc du coup, il lui en veut à mort, pour le coup. Mais bon, il est un peu à moitié pris au sérieux. Et voilà, donc il fait un peu des vannes à moitié, donc on le prend moyennement au sérieux, on va dire. Mais attention, parce que The Spot, je sens que dans la partie 2, il va devenir, en tout cas, un vilain très intéressant et pas forcément ce qu'on pensait au début, c'est-à-dire que qu'un gigolo, sa manière en fait d'être rigolo et tout ça, ça peut peut-être cacher en fait, c'est pour cacher en fait le fait qu'il soit dangereux. Et j'adore ce contraste-là en fait de le gars qui fait le rigolo alors qu'en fait pas du tout. C'est genre pas du tout ce qu'il ressent envers Spider-Man. Et du coup voilà, ouais, c'est de ce côté-là, on peut avoir des surprises pour The Spot, on va dire. Donc, ensuite, The Spot se neutralise lui-même parce qu'il maîtrise pas ses pouvoirs. Donc, du coup, il se donne un coup de pied dans les bols. Et bah, du coup, il tombe dans un trou noir. Et du coup, bah voilà, c'est ciao pour le moment. Donc, du coup, Miles, ayant fini avec The Spot, lui, il va aller chercher deux gâteaux pour la fête de son père, voilà parce qu'il va bientôt être promu capitaine, je crois. Et du coup, il arrive en retard, ce qui fait qu'il va être puni de 3 mois de sortie. Et du coup, durant cette punition, Gwen va venir, voilà, le rendre une petite visite, voir comment il va. Voilà, on a des petites retrouvailles. Voilà, Gwen qui se balance avec lui, voilà, lui demande comment il va et tout. Miles qui lui demande des détails sur sur la Spider Society. Ah ouais, il y a des Spider-Héros et tout machin. Bref, voilà, vous avez compris quand vous avez vu le film, de toute façon. Bref, mais du coup, voilà. Donc, du coup, retrouvailles entre Gwen et Miles. Donc, du coup, on a ensuite un, un- un- Donc, on peut voir que Gwen, elle essaie quand même de faire son boulot. Donc, c'est-à-dire qu'elle place comme des petits traceurs pour voir s'il n'y a pas eu des perturbations dans la dimension, quoi. Et Miles, du coup, il comprend pas pourquoi des fois Gwen disparaît comme ça. Donc, du coup, il dit t'étais où? Et Gwen lui dit je t'attendais. Mais bref, voilà. Donc Gwen, par la suite, va se poser un moment avec Miles et voilà, va profiter pour déjeuner un coup. Et voilà. Donc, mais Gwen fait comprendre à Miles qu'elle ne peut malheureusement pas rester parce que voilà, elle a une mission envers le multivers, quoi, enfin la Spider Society. Et du coup, voilà. Donc, Gwen s'en va. Du coup, Miles la suit. Et on va dire, en gros, c'est là que Miles va faire son entrée dans le multivers. Donc là, il va euh, entrer dans la dimension du Spider-India. Et grosso modo, parce que là, je vais grossièrement résumer, Miles fait la connaissance du Spider-India. En gros, c'est ça qui se passe. Et en fait, il y a un espèce d'accident. Et du coup, il y avait le shérif indien, là, je crois, l'équivalent du père de Miles, qui, normalement, est censé se faire tuer. Mais Miles sauve ce shérif. Et du coup, ben, on apprend plus tard que Miles a stoppé un point Canva. Donc ça, on on va le voir plus tard un petit peu plus tard dans la review. Donc il a stoppé un point Canva. Et donc c'est un peu le bordel, quoi. La dimension s'effondre. Il retombe nez à nez avec The Spot, voilà, lui qui cherche le Alchemax de la dimension du Spider-India. Donc voilà, The Spot, lui qui cherche à avoir beaucoup plus de puissance pour tout simplement
tuer Spider-Man. Voilà, donc The Spot qui là au passage change de ton et qui est beaucoup plus agressif, qui rigole plus trop pour le coup, et dit à Miles que voilà, il va lui prendre ce que lui il a tout pris, et voilà, donc on voit un The Spot qui est finalement beaucoup plus menaçant, et on voit dans le reflet des yeux de Miles que voilà, il est choqué là, The Spot l'a quand même bien mis un gros coup de pression, donc voilà quoi, donc c'est intéressant de voir que The Spot, malgré son air gentil comme ça, il n'est pas si gentil que ça finalement. Donc bref, c'est assez intéressant de voir ça. Donc du coup, suite au ravage qu'a fait ce spot, ben, un immeuble s'effondre et tout. C'est un peu le chaos en ville. Donc du coup, Miles et les autres, Spider-Man ainsi que Spider-Punk, essayent de gérer un peu tout ça, quoi. Et donc du coup, Miles, par la suite, va essayer de sauver le fameux shérif de l'univers du Spider-India, qui est l'équivalent, on va dire, de son père. Enfin, c'est pas son père, mais on va dire que c'est l'équivalent du shérif dans cette dimension. Mais on va apprendre plus tard que Miles a fait une bêtise en le sauvant, car il a interrompu un point Canva. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un point Canva? Je pense que vous le savez à ce stade de la review, mais en fait, c'est le point central qui relie toutes les histoires de Spider-Man. En gros, c'est le point dramatique d'une histoire, en fait, qui devait arriver. Et en fait, on ne doit pas le changer parce que si on le change, c'est le bordel. Et moi, excusez-moi, je vais revenir sur Miles après, mais tout simplement un point dans le film qui m'a grave, ça m'a grave pris en fait. J'ai trouvé ça très intéressant, la manière dont ils ont réussi à montrer tous les Spider-Man qui ont vécu un événement dramatique et que tout était écrit et qui n'ont pas le choix. Tu vois Spectacular Spider-Man, tu vois le Spider-Man d'Andrew, tu vois le Spider-Man de Tobey. Franchement, tu, tu vois une multitude de Spider-Man, enfin, tu comprends, même Peter B. Parker, tu le vois, il a perdu son oncle Ben. Euh, Bref, c'est incroyable, quoi. Et donc, du coup, ensuite, on a Miles qui, bien sûr, entre dans la Spider Society, qui fait la fameuse connaissance de Miguel O'Hara, pour le coup. Voilà. Et pour parler un peu de Miguel O'Hara, parce que là maintenant on va y venir, point négatif, c'est que Miguel O'Hara, en fait, pour moi, on est au même stade qu'au premier film, c'est-à-dire qu'on ne sait pas grand-chose sur lui. Donc, c'est-à-dire, pour revenir au début de ma review, au moment où il allait se présenter, Gwen Stacy lui a dit un peu ta gueule, on connaît l'histoire. Sauf que l'histoire, on la connaît pas vraiment. Enfin, si, on connaît un peu l'histoire de Miguel O'Hara, scientifique chez Alchemax, l'histoire de base. Voilà, son employeur lui a donné une drogue et donc du coup il était devenu dépendant et en trouvant un moyen de se guérir, bah, il a acquis les pouvoirs de Spider-Man. Et là, du coup, ça semble une histoire un peu adaptée parce que j'ai l'air d'avoir un petit peu compris en fait ce qui se passe. C'est que, comme c'est une histoire adaptée, le fameux Miguel, bah, il se dope au venin d'araignée, quoi. Parce que je crois qu'il est un peu dépendant à ça pour le coup et il a pas trop le choix. Donc, à l'inverse d'une morsure d'araignée pour Spider-Man classique, lui, il a tout simplement un truc qui s'injecte dans l'épaule et bah, tout simplement, ce qui lui permet, en tout cas de ma théorie, de garder ses pouvoirs de Spider-Man. Donc voilà, on voit qu'il a des petites fioles, et il se l'injecte, bam, et son costume en fait revient, et voilà, bref, voilà. Donc euh, en tout cas moi c'est ce que j'ai compris, voilà un peu de l'origine story de Miguel, parce que c'est vrai, elle est assez évasive sur les bords, donc quelle est sa réelle motivation pour avoir, comment dire, pour devenir Spider-Man? On la connaît pas. On n'a pas sa motivation. On n'a pas son origin story depuis le début. On comprend que c'est un Spider-Man, on comprend qu'il a vécu des trucs tragiques, mais on comprend pas réellement pourquoi il est devenu comme ça. Et ça, je trouve que ça aurait été très bien de l'expliquer, à moins que là, faute de ma part, peut-être que ça a été exprès évincé pour qu'on puisse beaucoup mieux l'évoquer dans la partie 2.
Peut-être que ce sera beaucoup plus détaillé dans la partie 2 dans tous les cas, mais là, j'ai un peu de mal avec Miguel, on va dire. Alors, c'est pas un mauvais perso, pour le coup, parce que je pense on n'a pas, comme je vous ai dit, tous les détails sur le, sur le personnage de Miguel, mais c'est vrai qu'il m'a laissé un peu sur ma faim. Et donc, pour revenir sur le personnage de Miles, on voit bah, du coup le perso de Miguel O'Hara lui explique que voilà, il a des choix à faire. Soit il sauve une personne, soit il sauve tout le multivers en fait, en gros. Et c'est là qu'un choix va s'imposer à Miles, c'est-à-dire que du coup, il a soit le choix entre rien faire et laisser son père mourir des mains de The Spot, soit voilà, il va à l'encontre de ça, et du coup, on va dire qu'il faut un peu la merde partout. Mais du coup, voilà, ce qui pose un nouvel enjeu pour le personnage de Miles, et en fait, j'ai adoré la manière dont ils ont tourné ça. Donc c'est en mode, ouais, c'est pas parce que tout est écrit, mais vous pétez un boulon, les gars. C'est pas parce que c'est écrit qu'on doit forcément laisser l'histoire se dérouler comme ça. Et c'est là où il y a vraiment toute une remise en question, en fait, de Miles, où je trouve ça ultra intéressant de voir le- les points de vue de Miles, de Miguel et des autres, par exemple, qui diversent. Et ça, donc ça veut dire on n'est pas juste sur, voilà, je veux pas juste prendre mes responsabilités. Là, on parle du choix de laisser quelqu'un mourir. Donc c'est quand même assez poignant, on va dire. Voilà, Miles, il sait que ça doit arriver, mais il veut pas que ça arrive. Donc du coup, il va essayer de l'empêcher. Et du coup, ben, ça pose déjà des enjeux assez sérieux pour le personnage de Miles. Alors je sais que je le raconte peut-être pas forcément très très bien, mais moi, la manière dont ça a été présenté dans le film, ça a été extrêmement poignant pour moi. Voilà, la montée de tension dramatique, hein, pour moi, est au max. Donc, c'est-à-dire que ça fait ça, on a comme une espèce de courbe. Donc, ça commence tout doucement, ça monte, ça monte, ça monte, ça nous présente les enjeux, et bam, ça devient dramatique, ça monte tout d'un coup, et là, c'est à son paroxysme, c'est incroyable, quoi. Enfin, bref, c'est juste de la folie. Je m'attendais pas, en fait, que, que ce soit autant appuyé comme ça. Et bref, c'est tout simplement incroyable, quoi. Et pourtant, voilà, il n'est pas rappelé que ce personnage, on va dire, n'est pas totalement, on va dire, il n'a pas été totalement terminé. Voilà, on sent que, euh, voilà, il a un peu d'hésitation, il est pas, voilà, il est un peu maladroit. Pourtant, voilà, on lui donne des instructions et il n'écoute pas forcément toujours tout. Là, on pourrait se dire, oui, mais du coup, c'est un peu bête, parce que lui, il a des responsabilités, il veut pas les accepter. C'est un peu comme le Spider-Man de Tom Holland, et non, pour le coup. Parce que là, on nous expose vraiment un élément dramatique. D'où le fait qu'avec ça marche avec Miles, cet élément dramatique, voilà, c'est que tous les Spider-Man ont ce point canevas, et du coup, ça ne doit pas être changé. Et voilà, donc du coup, lui, il est au courant que son père va mourir, et du coup, lui il veut empêcher ça. Et en même temps, c'est normal, c'est compréhensible, mais ça marche en fait sur le fait que voilà, c'est un élément dramatique. Genre, en gros, on lui impose, on lui laisse pas le choix. C'est pas juste Tom Holland qui lui veut juste pas devenir Spider-Man parce qu'il a la flemme et qu'il est fatigué. Voilà, on est d'accord, c'est pas la même. Alors, je suis désolé pour les fans de Tom Holland, mais on est d'accord que c'est pas la même, parce que là, on parle du choix de laisser quelqu'un vivre ou mourir. Là, c'est quand même assez chaud en termes d'enjeu de Spider-Man. On n'est pas d'accord ou pas? Donc, pour le personnage de Miles, je trouve quand même que c'est assez chaud comme enjeu pour un deuxième film. Voilà, voir tout, on va dire, on va pas dire toute l'entièreté de la Spider Society, mais une bonne partie en tout cas, Miguel a rassemblé une bonne partie de la Spider Society, voilà, pour stopper Miles. Donc du coup, il a cette pression. En même temps, il a l'impression que Peter B. Parker, que Gwen l'ont un peu trahi, donc du coup, voilà, il se sent un peu seul. Il va essayer de retourner chez lui. Bref, c'est vraiment incroyable ce que ce film m'a fait ressentir. Je sais, hein, voilà,
que je m'exprime mal, que j'ai pas forcément réussi à vraiment bien synthétiser ce que je voulais vous dire dans cette review, mais franchement, la manière dont ça a été fait, j'ai vraiment pris une claque, je vous l'assure. Et vraiment, croyez-moi, j'ai pris une claque. Moi, je suis vraiment du genre vieille école, Sam Raimi, les films d'Andrew Garfield, les films d'Andrew Garfield, c'est incroyable. Mais là, je suis désolé. Et là, je parle pas de délire de multivers, hein, parce que le multivers, c'était cool. On avait plusieurs clins d'œil, d'accord. Je vous parle même pas du multivers, en vrai. C'est même pas le multi... c'est même pas l'histoire du multivers qui me fait plus délirer dans l'histoire. C'est vraiment le développement de Miles. J'ai vraiment trouvé ça fou. Et là, je sais que je m'éternise dessus, mais faut vraiment que vous compreniez que, voilà, Miles, c'est l'un des persos les plus touchants. Enfin, on peut comprendre, et à la fois, on peut essayer de comprendre le point de vue de Miguel, mais... Enfin, c'est trop bien écrit, bordel. C'est ça qui est bien. Vous vous rendez pas compte ou quoi? On était déjà sur une première masterclass sur le premier film. Et là, on arrive à nous remettre le doute comme ça. On arrive à nous faire monter la pression. Un enjeu incroyable pour le personnage de Miles. On parle pas que du multivers, là. On parle du point de vue de... Enfin, bref, c'est incroyable, bordel. C'est incroyable de voir ça pour le personnage de Miles. J'ai bondi, moi, franchement, honnêtement, quand j'ai vu ça. Mon Dieu, ouf. Là, j'avoue que je parle plus avec le cœur qu'avec l'objectivité, mais c'est incroyable. Et je sais que j'aime ce genre d'enjeu, entre guillemets, parce que le Spider-Man PS4, on va dire à moindre échelle, avait un peu ce genre d'enjeu entre laisser, par exemple, tout New York entier. Voilà, entre soit sauver sa tante ou soit, on va dire, sauver les New-Yorkais. Mais du coup, voilà, c'est, je trouve ça très fort et bah, bien joué de leur part, voilà, parce qu'ils arrivent à, jusqu'à la fin, nous faire monter la tension, descendre, monter, descendre. Ils jouent un peu avec nos émotions et ça, c'est quelque chose vraiment que je kiffe. Voilà, plus les clins d'œil, bien sûr, évidemment, de multivers. On voit aussi plusieurs Spider-Man. Bref, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais je vais péter un plomb, ce film-là. Je vais faire des cauchemars. Bref. Mais là, j'avoue, je m'égare. Donc, on va revenir sur, voilà, le combat final euh, entre Miles et Spider-Man 2099. Voilà, donc, et c'est là qu'en fait, on révèle que Miles était une anomalie, et du coup, il devait pas recevoir cette araignée de l'univers 42 qui devait piquer quelqu'un d'autre, mais que, voilà, sans ça, le Peter original n'aurait pas été mort, et du coup... voilà, sans tout ça, ce ne serait pas arrivé, et du coup, c'est une anomalie, c'est une erreur. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pour ça que c'est incroyable, c'est le fait de savoir que Miles c'est une erreur. Enfin bref, je crois que j'ai fait un peu à l'envers, mais en tout cas, vous l'avez compris, c'est putain d'incroyable, bordel. Voilà un enjeu pour un film Spider-Man. Voilà un enjeu, putain. Ça, c'est un enjeu pour un film Spider-Man. On peut pas dire le contraire. Enfin, voilà, bref. Donc, du coup, Miguel lui fait comprendre qu'il est une erreur. Du coup, Miles, voilà, lui, il veut pas entendre Miguel et du coup, il lui lance sa foudre là. Et du coup, il arrive à fuir. Donc, il rentre dans l'espèce de machine qui est censée réécrire l'ADN, là, en se mettant invisible, il arrive à actionner les commandes. Donc, du coup, il, il rentre dans la machine. Voilà, donc, il rentre, a priori, entre gros guillemets, dans son univers. Parce que ça, on va en parler du climax, hein. Vous inquiétez pas, hein. Ça, je l'ai pas ignoré. On va en parler du climax. Donc, Spider-Gwen, qui, elle, est renvoyée chez elle parce que voilà, Miguel n'a pas pu rattraper Miles. Et du coup, ben, Miguel, un peu chafouin là, ben, il dit allez hop, prends tes affaires, rentre chez toi, lol. Donc, du coup, voilà, on a Gwen
qui, pendant ce temps-là, profite pour se réconcilier avec son père. Voilà, donc scène hyper touchante en fait, où le père comprend, enfin, on va dire comprend un peu mieux les enjeux, on va dire, même si s'il ignore en fait une grande partie de l'histoire, mais il peut mieux comprendre en fait pourquoi Gwen est devenue Spider-Woman, enfin machin, et c'est quand même très touchant de voir le père de Gwen de ce côté-là. Et voilà, ce film a tellement de qualité en réalité. Je suis sûr que j'ai manqué plein de trucs. Mais bref, ce film Spider-Man est incroyable. C'est du grand Spider-Man. Ce film, c'est du grand Spider-Man. Comme on a rarement vu, en fait. Parce qu'en fait, on a eu d'excellentes bases par le passé aussi. C'est pour ça. Spider-Man Tobey Maguire, Spider-Man Andrew Garfield, Spider-Man PS4. Après, je sais qu'on avait eu les Spectaculars. On a eu aussi Spider-Man 94. Bref, une multitude d'adaptations et même le matériau d'origine de base est très bon. Donc, ce film reprend réellement l'essence de ce qui a été fait et de ce qui fait que Spider-Man est un des héros les plus charismatiques. Et ça, je vous l'ai dit, c'est pas par rapport au fait que c'est un film de multivers. Ce que j'ai le mieux retenu, c'est l'enjeu pour Miles, le choix qu'il doit prendre. Voilà, c'est ça en fait le plus important que j'ai retenu de ce film et de la pression, comme je vous l'ai dit, qui monte crescendo et on joue avec nos sentiments. Voilà, bref, c'est incroyable. Je sais que je vais me le répéter 10 000 fois, mais c'est nécessaire, bordel. C'est nécessaire. Et je n'ai pas. Bref, on va conclure sur le climax là, mais bref, ma conclusion, tenez-vous bien, accrochez-vous sur votre fauteuil parce que pour me faire dire ça, il faut vraiment mettre la barre très haute. D'accord? Bon. Donc, du coup, la conclusion, c'est que, bah voilà, même Peter B, il a été évincé parce que Miguel, il est un peu en colère, donc du coup, il dit, allez, toi, pas fiable, bam, retourne chez toi. Voilà, donc, du coup, Peter B rentre chez lui et tout, machin, il parle un peu avec MJ. Ensuite, on a Spider-Gwen qui découvre que bah, tout simplement le Spider-Punk lui a laissé un bracelet pour pouvoir, un bracelet encore valide pour pouvoir se déplacer de dimension en dimension. Et donc du coup, elle va aller dans la dimension de Miles, sauf que là, bam, Miles n'est pas dans sa dimension. Voilà. Et c'est là, en fait, on se rend compte que, bah, du coup, on voit le point de vue de Miles. Et Miles, bah, il va tout simplement rentrer chez lui. En tout cas, il croit qu'il est rentré chez lui. Et, bah, tout simplement, il dévoile à sa mère, gros guillemets, qu'il est Spider-Man. Et là, du coup, t'as la mère qui fait ah, Spider-Man, ce héros de comic book. T'as beaucoup d'imagination, hein. Arrête de péter un pont, là. Tu pètes un boulon, là, Miles, hein. Il y a un souci, hein. Et en gros, il lui dit, ouais, il y a un truc qui va arriver à papa et tout, machin. Et là, du coup, la mère lui dit, arrête de raconter tes conneries, viens m'aider. Et donc, du coup, là, on voit Oncle Aaron. Et en fait, le moment où j'ai compris que Miles n'était pas dans le bon univers, c'est quand j'ai vu Oncle Aaron. J'ai fait, mais, mais what the fuck? Qu'est-ce que Oncle Aaron fait ici? Donc, c'est là où je me suis dit, bon, ok, Miles n'est pas dans le bon univers. D'accord. Et là, du coup, euh, Oncle Aaron, bah, du coup, l'emmène sur le toit. Et du coup, il me semble que c'est un rôdeur, voilà, c'est un rôdeur qui assomme Miles. Du coup, voilà. Miles, bah, il se retrouve en fait dans la... Vous savez, dans l'espèce de cave là dans laquelle il avait emmené tout simplement Peter B. Parker dans le premier film. Sauf que là, c'est la même cave, hein, mais dans l'autre univers du coup. Et voilà, donc il y a le oncle Aaron qui monte un peu le son. Voilà, Miles se réveille. Le rôdeur qui monte un peu... Enfin, le oncle Aaron qui monte un peu le son. Et du coup, ben, Miles se dit, Oncle Aaron, je sais que tu veux pas être le rôdeur et tout, etc. Voilà, bref,
je sais que tu veux pas être le rôdeur, etc. Et là, du coup, Oncle Aaron lui répond, le rôdeur, c'est pas moi. Et là, on voit que, bah, du coup, le rôdeur arrive. On se rend compte qu'il a un gabarit beaucoup plus petit que le rôdeur original que nous, on a vu dans le premier film. Et du coup, son visage se révèle. Et en fait, c'est un Miles d'un autre univers, voilà, qui est devenu le rôdeur. Et il faut savoir que c'est cette araignée qui, normalement, aurait dû piquer ce Miles de l'univers 42. Et ce serait Miles qui aurait dû hériter des pouvoirs de cette araignée pour potentiellement devenir Spider-Man. Mais en fait, je pense que l'araignée ait piqué ce Miles-là ou l'autre. Je pense que s'il avait piqué l'autre, je suis pas sûr que Spider-Man aurait été le... Il aurait peut-être été Spider-Man, mais je suis pas sûr qu'il aurait été un Spider-Man super-héroïque. Du moins que Spider-Man symbolise dans cet univers voilà, un symbole de protecteur, on va dire, vu comment New York est un peu délabré dans cette dimension, quoi. Bref, donc voilà, gros climax du film. On voit que c'est Miles dans cet univers qui est devenu le rôdeur et il lui demande tout simplement à notre Miles qu'on connaît, est-ce que ton père est toujours en vie? Et là, du coup, Miles répond oui, mais mon père va bientôt mourir. Et du coup, il lui dit, bah, de toute façon, qu'est-ce que ça me fait? Le mien, il est mort. Pourquoi je t'aiderais à le sauver? Et là, du coup, on va dire que le film s'arrête là-dessus. Donc, c'est-à-dire que Gwen rassemble en fait tous les anciens Spider-Man, enfin, les Spider-Man à notre connaissance que nous on connaît déjà, pour, voilà, elle rassemble une petite équipe pour aider Miles et à le retrouver tout simplement. Donc voilà, gros climax du film. Euh, J'avais pas vu venir, en tout cas pour Miles le Rôdeur. Je l'avais pas vu venir. Bref, c'est incroyable. Et en fait, j'ai juste tilté à partir du moment où je crois que j'ai vu les baskets de ce rôdeur. J'ai compris que c'était Miles. Mais ouais, bref, c'est incroyable. Et tenez-vous bien. Tenez-vous bien. D'accord? C'est une partie, un film. Ok. D'accord. Ce film, je le place dans mon top 3 des meilleurs films Spider-Man. Je peux pas faire autrement. Il est trop... Les enjeux qu'on nous présente dans ce film sont trop importants. La mise en scène, l'histoire, le développement de Miles, le choix qu'il a à faire. Alors d'accord, on va dire il essaye d'évincer ses responsabilités, il veut pas forcément en prendre parti. Mais la manière dont c'est fait, voilà, pour qu'on ait de l'empathie réellement pour Miles, qui lui a un réel enjeu sur ses épaules à porter. C'est ça qu'on veut attendre d'un Spider-Man. Pas forcément juste qu'il gère tout et qu'il fasse toujours les bons choix. C'est pas ça, moi, que je demande. Y a pas de souci, genre, si Spider-Man, à un moment, il est complètement dépassé, voilà, dans l'instant T, il veut pas toujours, tout le temps, voilà, prioriser les autres. Voilà, là, c'est un truc qui le touche lui, et, mais que ce soit bien fait, qu'on ressente l'enjeu, comme l'enjeu, comme là, l'enjeu qu'on a maintenant. D'accord? Pas comme le Spider-Man du MCU. Parce que Spider-Man veut juste pas de Spider-Man parce il veut pas assumer ses responsabilités de super-héros et puis c'est tout. Juste parce que voilà, il a la flemme. Alors que Miles, bon, au bout d'un moment, il a pris un peu la grosse tête, c'est vrai, mais il faut savoir que s'il est devenu Spider-Man, déjà de un parce il a le poids de la mort de Peter Parker, de 2 du rôdeur, et là, second poids, enfin troisième poids qu'il aura dans, dans la partie 2 du coup, c'est de soit voilà, il arrive à sauver son père et voilà, mais il aura toujours le choix si jamais, enfin je sais pas, qu'il a une discussion avec Miguel, enfin je sais pas, mais je pense que là il est vraiment focus sur sauver son père, mais là du coup ouais, l'enjeu qu'on nous présente, je suis désolé. Et là,
vous vous rendez compte que depuis tout à l'heure, comme je vous dis, je vous parle même pas de multivers. Je sais même, c'est peut-être même l'aspect que j'ai le moins évoqué en fait de ma review de ce film. C'est tout simplement, déjà, c'est vrai qu'on s'évoque beaucoup le multivers, on voit plusieurs styles d'univers à travers ce film. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment le développement de Miles. Et pour moi, ce film reste dans la lignée du premier. Donc c'est-à-dire qu'on avait une excellente base. Mais pour moi, il a été surpassé de très loin. Alors, je peux pas vous donner la conclusion sur si est-ce que c'est le meilleur film Spider-Man que j'ai vu ou pas, parce qu'il est tout simplement divisé en deux parties. Mais pour moi, là, à chaud, j'ai envie de vous dire qu'il fait partie de mon top 3. D'accord? C'est... J'ai jamais ressenti ça. Enfin, la seule fois où j'avais ressenti, on va dire, de tels frissons, c'est quand j'avais vu le premier Spider-Man de Tobey Maguire et quand j'avais fini le The Amazing Spider-Man 2, où j'étais complètement écarquillé à l'époque quand j'avais vu. Et là, on termine sur un putain de climax trop stylé. Bref, il nous présente des enjeux surtout, c'est ça, c'est les enjeux, je sais, je me suis répété 10 milliards de fois, mais j'en peux plus. Plus Spider-Man que ça, tu ne peux pas, c'est impossible. Tu peux pas faire plus Spider-Man que ça. C'est pas possible. Bref, voilà en tout cas pour mes attentes, enfin pour ma review de Spider-Man Across the Spider-Verse à chaud. En tout cas, je crois que ça s'est entendu. Et film incroyable, bien que quelques défauts, à rappeler Miguel O'Hara 2099. Je ne comprends pas. J'avoue, pour l'instant, je comprends pas. Euh, la seule chose que j'arrive à comprendre, c'est qu'il a été, on va dire, dopé au venin d'araignée, ou un peu comme une espèce de drogue à laquelle il a été exposé chez Max. Mais donc, du coup, voilà ses motivations. Pourquoi il est devenu Spider-Man? Ça, on le sait pas. Voilà. Pourquoi il a monté la Society? Alors, je sais qu'il devait rétablir l'équilibre du multivers. Ok, qu'il est en charge de veiller sur l'équilibre du multivers. D'accord. Pourquoi? Moi, la question, c'est pourquoi? Est-ce qu'on a la réelle raison de pourquoi il fait ça? Parce qu'il a dit, dans un univers, il s'est rendu compte qu'il était heureux. Donc du coup, il a décidé de prendre la place de son homologue qui est mort, voilà.